De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et vous l'attendez depuis quelques semaines déjà. Et il est enfin de retour. Il s'agit de notre spécialiste des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde. Bonsoir. Bonsoir. Bon, vous aviez des conférences, vous aviez des cours à donner. Donc on n'a pas pu effectivement faire d'émission ces dernières semaines. Un agenda un peu chargé. Très chargé même, je dois dire. Même pour vous libérer aujourd'hui, c'est un problème. C'était compliqué, c'est vrai. Mais on va quand même essayer de garder cette fréquence. Alors avant d'entamer effectivement notre thématique du jour, c'est-à-dire les origines africaines de la monnaie, j'aimerais qu'on parle un peu d'actualité avec notamment les propos des gouvernants italiens qui sont extrêmement sévères envers la France et concrètement ils accusent la France par le biais du franc CFA de déstabiliser l'Afrique et de l'appauvrir. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'interventions de dirigeants européens et d'analystes aussi qui fustigent la spécificité de la France, notamment sur deux plans, ça il faut le savoir. La première chose, c'est que c'est une cellule privée de l'Élysée qui prend les décisions vis-à-vis de l'Afrique. Et c'est assez surprenant parce qu'on parle d'installer la démocratie en Afrique alors que la décision n'est pas démocratique. Vous voyez, et ça, c'est un véritable problème. Donc on connaît toutes les problématiques de la France-Afrique, les cellules privées de l'Élysée et les avions qui décollent, donc en secret la nuit, généralement au Bourget, avec des opérations militaires. Et c'est quand il y a un mort, on apprend que tiens, l'armée française faisait telle opération à tel endroit. Totalement. Et ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Pourquoi ? Parce que on donne à une opération non démocratique une espèce de vision médiatique démocratique. Et on apprend toujours les choses a posteriori. Et chose particulière, c'est que l'Angleterre, par exemple, quand elle intervient en Afrique, il faut d'abord discuter au niveau de l'Assemblée. Les choses sont clairement dites avec des objectifs précis. Et on fait le bilan après l'opération. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'entendre des dirigeants européens parler de monarchie à la française vis-à-vis de l'Afrique. Parce que tous les pays européens doivent en référer à leur assemblée pour pouvoir prendre une décision quand elle concerne, donc d'une façon générale, l'étranger. Mais sur l'Afrique, la France, elle est complètement... c'est-à-dire, on est vraiment dans la monarchie, le roi prend une décision, et on se demande quand est-ce qu'il y a eu abolition de l'esclavage, abolition de la colonisation, et ça, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Maintenant, la deuxième chose, c'est la monnaie. La monnaie, parce que c'est une monnaie qui est régie dans un système qui est totalement arbitraire. Il faut savoir que cette forme de système monétaire, la France l'a découvert avec Hitler. Parce que c'est Hitler qui avait appliqué à la France et à la Pologne, enfin tous les pays que l'Allemagne nazie avait conquis, ce qu'on appelle le nazisme monétaire avec les fonds de compensation. Et à l'époque, Hitler avait mis le mark à 20 francs. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un mark, un Allemand qui avait un mark, ça valait 20 francs. Donc, chose particulière, c'est qu'en 1945, soir de Noël, qu'est-ce qui va se passer ? Donc ce sont des responsables français avec le gouvernement français, 3 personnes, vont décider d'instaurer le franc CFA en Afrique, donc sans démarche démocratique, et on va mettre un franc égale 100 francs CFA. Aujourd'hui, avec l'euro, vous imaginez, un euro vaut 656 francs CFA. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, parce que comme j'expliquais dans une conférence que je faisais à Toulouse, c'est un peu comme si vous arrivez quelque part et on vous dit voilà, pour son bien, pour le bien de l'Afrique, la France dit écoutez, je vais fabriquer une monnaie, c'est moi qui vais fixer le taux de la monnaie, je vais même l'imprimer, je vais même lui donner un nom à cette monnaie, et c'est moi qui vais décider tout seul de sa valeur. Et puis, quand je viens acheter quelque chose chez vous, c'est encore moi qui décide du prix et comment on va payer avec l'espèce de monnaie de Monopoly que j'ai mis en place de manière à faire en sorte d'organiser tout simplement le kidnapping et le vol à grande échelle, donc des richesses que vous avez dans votre sous-sol. Et le problème, c'est que quand vous cherchez dans le grand dictionnaire économique des relations internationales, comment s'appelle cette forme de relation économique ? Ça s'appelle le vol. Purement et simplement, ça s'appelle le vol. Non, mais c'est-à-dire que c'est pas celui qui achète qui va fixer la monnaie pour celui qui vend, avec la valeur de cette monnaie et décider à quel prix il achète. Ça s'appelle le vol. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, maintenant, quand le président italien dit ça, il le dit tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que la décision d'aller nuire aux intérêts donc, du gouvernement libyen, de tuer Kadhafi, tout ça, on sait qui est-ce qui était impliqué avec l'Angleterre, mais qui a été à l'origine de la démarche, et on voit le résultat aujourd'hui. En première ligne avec Nicolas Sarkozy. En première ligne, et le problème, c'est que c'est une catastrophe.
Ce qui se passe en Libye aujourd'hui est une véritable catastrophe. Et même des hauts responsables américains, leur vie en danger, certains sont tués dans des opérations, des suicides qui sont menées là-bas. Maintenant, ce qui se passe... Kadhafi avait dit que la réponse... Ah oui, non, mais de toute façon, il avait dit que... Totalement, mais il avait prédit ce qui allait se passer après. C'est-à-dire non seulement l'éclatement du pays, mais l'effritement en fractions. Et on voit que c'est ce qui se passe. Bon. Maintenant, le problème, c'est que, compte tenu du fait que il y a eu un appauvrissement des pays africains régis dans la zone franc CFA. On n'a pas développé une industrie qui permettait de garder les gens chez eux pour tout simplement leur permettre de se faire un avenir professionnel sur place. Eh bien, les gens partent. Les gens partent comme une espèce d'hémorragie. On part par tous les moyens. Alors, il y a beaucoup de migration en Afrique, mais cette migration, on le voit au niveau de la Méditerranée. Et la chose, c'est que la France, qui est responsable de la situation, on ne va pas se leurrer, la France qui est responsable de la situation veut partager la responsabilité avec des pays qui n'ont rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'il contre-attaque. C'est pour ça qu'il contre-attaque. Et en disant, mais est-ce que vous avez remarqué que lorsqu'il s'agit de retranscrire exactement ce que le responsable politique italien a dit, on voit bien que les journalistes français ont du mal à dire, voilà, il a dit ça, il a attaqué à tel niveau, parce qu'ils savent que ce sont des projets, des sujets sensibles. Ils savent qu'il y a une fronde au niveau de la jeunesse africaine sur le plan panafricain, pas simplement en Afrique, mais sur le plan mondial, sur le problème du franc CFA, et qu'il est temps que ça cesse. C'est-à-dire que franchement, cette monnaie-là, il faut y mettre un terme. Parce que c'est une monnaie coloniale, c'est une monnaie qui nuit aux intérêts de l'Afrique. Et pour vous expliquer quelque chose, c'est que quand l'Afrique vend quelque chose à un pays étranger, la monnaie est directement, c'est-à-dire le flux financier de la transaction, va directement sur le compte donc, du Trésor français, qui va régir donc à la fois la conversion de la monnaie, et ensuite garder une partie de la somme, donc 50% du montant de la transaction, donc après la conversion de monnaie, et ce n'est que finalement 40% que l'Afrique aura. On avait justement ces révélations qui venaient de journaux allemands qui disaient que la France justement percevait à peu près 400 milliards d'intérêts sur l'Afrique par an. Ah oui, parce qu'avec les comptes de compensation, c'est des milliards qui sont là-bas. Et la problématique, c'est que l'Afrique a besoin de cet argent-là pour faire le développement. Alors pourquoi on se retrouve au troc? Pourquoi la Chine est si critiquée par l'État français? Tout simplement, vous savez, moi, je dirais, j'ai eu l'occasion d'assister à une scène assez ubuesque, c'est-à-dire qu'il y avait une réunion de gros investisseurs des pays du Sud qui s'étaient réunis à Paris. Et moi, j'essayais de faire valoir un peu le fait d'aller dans certains pays africains où il y avait des gens qui étaient formés tout à fait à même de faire tourner une industrie qui voudrait bien implanter là-bas. Et ces gens qui sont je dirais, des investisseurs industriels des pays du Sud, quand on leur a fait la proposition de l'Afrique, ils m'ont dit, mais non, pas question, autant enrichir l'État français. Parce que vous savez bien qu'avec le problème du franc CFA, autant aller investir cette usine en France et ne même pas parler de l'Afrique. Et c'est là que vous voyez que des intérêts, je dirais, industriels qui voudraient se développer au niveau de l'Afrique, se disent, oula, il faut surtout pas y aller parce que ça équivaut à faire une industrie française. Ou bien ils choisissent l'option de prendre des anciennes colonies, par exemple anglaises. Oui, c'est-à-dire qu'elles se développent beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien qu'il y a une énorme différence entre les anciennes colonies anglophones, les anciennes colonies francophones, mais il y a aussi les lusophones. Quand vous voyez l'Angola, ce qui se passe avec, je dirais, cette manne pétrolière qui permet de se développer, et il y a une chose quand même qui est assez symptomatique, c'est que chaque fois qu'il y a des élections à problème, c'est dans l'espace francophone. C'est-à-dire, dans l'espace francophone, il y a un problème d'élection. C'est-à-dire, les élections, c'est toujours du grand n'importe quoi. Et franchement, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce grand n'importe quoi, là, vient bien de quelqu'un, de quelque part. En tout cas, on voit que là-dessus, vous avez une espèce d'élite qui n'est pas si nombreuse que ça, mais qui a décidé que l'Afrique, c'est son porte-monnaie. Vous voyez, c'est-à-dire c'est son petit porte-monnaie privé, c'est un jeu à la Benalla, on n'a pas de compte à rendre à personne et on fait un peu ce qu'on veut. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? On est dedans. Et la chose, c'est qu'il a raison de taper du pied sur la table. Il a raison, ce monsieur, de remettre, je dirais, le service 3 pièces sur la problématique du franc CFA et que ça soit un dirigeant européen qui le dise clairement. Mais il n'y a pas que lui qui le dit. Lui, il a dit ouvertement, mais en fait, beaucoup le pensent, oui. Je dirais, d'une façon générale, j'ai déjà entendu des déclarations qui montrent bien que les gens ne sont pas dupes. Vous voyez, parce que prenons l'exemple, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne se développe, elle n'a pas de colonie.
Et on parle de l'amitié franco-allemande, de l'économie franco-allemande, mais les Allemands même disent quoi? Vous avez des colonies, c'est vous qui courez après l'Allemagne. Nous, est-ce que... En plus, la France a récupéré les colonies allemandes. Mais justement, la France est considérée comme le dernier pays colonial au monde. Mais bien sûr. Alors, on fait la francophonie, on veut partager sa langue, mais quand il faut partager les richesses, comme par hasard, on fait la cupidité. Vous voyez? Et vous avez des gens qui vont se vautrer dans la francophonie et qui ne voient pas que le problème, c'est qu'il y a quand même des accords financiers à renégocier, il y a des choses à voir à ce niveau-là, et qu'on ne peut pas faire la francophonie quand on vous pille dans votre dos. C'est pas possible. On est en train d'appauvrir votre peuple, on vous empêche de vous développer avec des infrastructures modernes, et vous êtes en train de dire oui, on va faire la francophonie. C'est quoi cette affaire? C'est du grand n'importe quoi. Non, mais il faut comprendre que on vit une ère quand même assez intéressante. C'est-à-dire qu'on a l'expression de toutes les formes de cupidité au sein des grands gouvernements. Aujourd'hui, dès que vous avez une élection dans un pays occidental, c'est la cupidité qui s'exprime. C'est-à-dire on voit avec les financements des partis, ces campagnes à des dizaines de millions d'euros. À tous les niveaux, les extrêmes droites, les gens qui veulent construire des murs, des gens qui veulent... Voilà, c'est-à-dire que toutes les formes de cupidité s'expriment parce qu'on est arrivé à l'ère du Verseau. Et je dirais, cette ère du Verseau, c'est l'ère de la générosité, du partage. Et qu'est-ce qui empêche le partage? C'est la cupidité. Donc il faut que toutes les formes de cupidité sortent du bois, de manière à faire en sorte qu'elles soient repérées par ceux qui doivent agir, de manière à recréer les richesses pour tous. Vous savez, la planète, il y a suffisamment de richesses pour tout le monde. C'est parce qu'il y a deux individus qui veulent garder 90% dans leur poche et qui jouent oui, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. C'est totalement faux. Il y a suffisamment de richesses, il y a suffisamment de moyens pour tout le monde et que chacun puisse pourvoir à ses besoins au niveau de l'agriculture. On n'a pas besoin de faire un aliment à 25 000 km et de le livrer par là. L'agriculture, c'est un poste économique comme un autre qui permet de créer des emplois et de développer les savoir-faire locaux par la grosse transformation. Ouais, mais ça, donc tout ça, c'est important. Si on souhaite développer l'emploi, si on souhaite développer l'agriculture. En tout cas, là, il y a une chose qui se pose, c'est que devant, je dirais, ces fuites migratoires qui sont énormes et qui s'exposent maintenant aux caméras médiatiques, mais bien sûr, et qui s'exposent aux caméras africains sur totalement, qui s'exposent aux caméras médiatiques, eh ben, plus personne ne peut dire je ne savais pas ou je n'ai pas vu. Et il y a un caractère totalement dérangeant parce qu'on sait que derrière, c'est quand même cette mafia afrique qui est aux manettes et qui ne permet pas, en fait, à l'Afrique d'avoir des infrastructures qui lui permettent de garder ses habitants. Et c'est ça c'est véritablement, alors on parle de forum de Davos, forum de tout ce qu'on veut, il n'y a que des vieux pieux, mais dans la réalité, on voit bien qu'il y a une forme de cupidité occidentale, et il faut le dire franchement, il y a une cupidité occidentale qui s'exprime depuis le 15e siècle, et il y en a marre à la barre, c'est tout. Alors, Marcus Garvey, Kadhafi avait un vœu qui se rapprochait effectivement de la volonté de Marcus Garvey de construire ces États-Unis d'Afrique. Pour arriver à concrétiser son projet, il avait cette banque africaine, cette banque centrale africaine qu'il voulait créer, puisque de toute façon, vous l'avez démontré tout à l'heure, l'argent c'est le nerf de la guerre, puisque la France détient le patrimoine financier de l'Afrique, elle contrôle directement l'Afrique. Monnaie, et on en vient maintenant à notre thématique, monnaie qui concrètement vient d'où? Voilà, c'est-à-dire que là le paradoxe, c'est un sacré paradoxe, c'est que la monnaie c'est une invention de l'Afrique noire. Et je dirais que c'est quand même une sacrée audace, quelque part, et c'est pour ça que je m'appuie sur un ouvrage que j'ai écrit, vous voyez, la monnaie, parce que c'est important de montrer que la monnaie est née à l'époque de la construction des pyramides. D'accord. Alors, la chose, c'est que comment j'en suis arrivé, en fait, à m'intéresser à la monnaie? Bon, la première chose, c'est que le discours historiographique sur l'histoire de la monnaie est totalement, je dirais, c'est une escroquerie intellectuelle à grande échelle. Vous voyez, comme par hasard, la part belle est faite aux Grecs. Encore une fois, je dirais, là, c'est quand même un peu beaucoup. C'est peut-être la goutte qui fait... Tout s'est créé à l'époque de la Grèce. C'est un peu, je dirais, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Bon. Les Grecs, qui, on le rappelle, n'ont pas inventé le grec. Totalement. Mais chose qui est particulière, c'est que, en regardant un documentaire à la télévision, je vois que le documentaire aborde la problématique du fait qu'il n'y avait pas d'esclaves en Égypte ancienne, mais des ouvriers qui étaient rémunérés, et notamment ces ouvriers qui avaient construit les pyramides. Alors la thèse ancienne, c'était de dire qu'il y a donc tout simplement eu une activité esclavagiste qui a fait que ces gens donc qui étaient en esclavage, que ce soit de l'Orient, du Proche-Orient ou du Soudan, ont servi à construire des monuments en Égypte. Mais le problème, c'est que face à la technicité, à la précision des monuments,
Les gens se sont dit, non, il faut être quand même honnête, soit le gars est un ingénieur en architecture avant d'être esclave pour réaliser un tel monument, soit il faut arrêter de parler d'esclaves et commencer à tout simplement parler de chefs de chantier, d'ingénieurs, d'architectes. Il s'est avéré que quand j'avais été, il y a quelques années de cela, donc au pied des pyramides, il y avait un espace qui était comme une espèce de village à côté, où il y avait des tombes. Et dans ces tombes, c'était les tombes des ouvriers. Et dans les tombes des ouvriers, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert tout simplement les titres, des titres donc des grands architectes, les inspecteurs de travaux. Et là, on s'aperçoit qu'on avait affaire à des gens qui étaient rémunérés. Et on a trouvé des fiches de paye. D'accord. Donc là, je me suis dit non, là ça vaut le coup de commencer à mener une investigation, parce que si ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides, ce sont des ouvriers, ben ils étaient payés comment? Donc voilà comment la chose a commencé. Et c'est un ami économiste africain, François Dingwe, qui me dit, mais il y aurait un professeur spécialiste un peu des monnaies dans l'histoire, de l'historiographie de la monnaie, Madame Balmus, qui aurait dit qu'on aurait trouvé la première transaction financière de l'histoire de l'humanité datant de l'époque des pyramides. Et c'est là que la grande histoire a commencé. Alors je voudrais qu'on puisse regarder quand même le premier document que j'ai amené, qui parle de cette affaire où on prend conscience que ce ne sont pas des esclaves qui ont construit les pyramides, mais bel et bien des ouvriers. C'est intéressant de comprendre ça, puisque ça a été le début de ma réflexion. Allons-y. Les récentes découvertes de Lehner et de ses collègues ont bouleversé les connaissances communément admises sur la construction des pyramides. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons. Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse, les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Oui, non, mais ils me disent que... Oui, alors chose particulière par rapport à ça, c'est que là on rentre véritablement dans la déconstruction de 2 mythes.
premièrement, le fait que l'Égypte employait des esclaves pour concevoir des bâtiments. La chose, c'est que dans le vocabulaire de l'Égyptien ancien, le mot esclave n'existe pas. Par contre, le mot argent existe. Les mots tels que transaction financière, tout cela existe. Le salaire et sous, tout ça existe. Donc, on arrive là à quelque chose de relativement intéressant. C'est comment peut-on imaginer, et ça c'est la deuxième question que je me suis posée lorsque j'ai commencé à regarder vraiment ce qui se disait. Vous imaginez que quelqu'un en Afrique impériale, à l'époque dans un grand royaume, descend sur le marché avec ses coris, donc ses coquillages, et il veut acheter 4 bœufs. Et le vendeur lui dit que si vous voulez acheter 4 bœufs, il faut savoir qu'un bœuf, c'est 4000 coris. Donc ça veut dire que je vais m'asseoir là et je vais passer toute la journée, j'ai rien à faire. Je vais passer ma journée à compter des coris pour lui donner 16 000 coris. Mais j'ai pas de temps à perdre à faire ça, mon cher ami. Ce qui veut dire de fait, parce que l'humanité quand même a de l'intelligence, il y avait de la monnaie donc des étalons, c'est-à-dire une pièce de monnaie valait 1000 coris. Donc, au lieu de compter 1000 coquillages, je lui donne une pièce. Donc, et comme je veux acheter 4 bœufs, donc je donne 4 pièces. Et comme ça, je règle ma transaction en une fraction de seconde. Mais la chose, c'est que il y a un caractère tellement excessif dans le discours historiographique de l'Occident sur l'Afrique. Et il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comme si tous les cerveaux sont éteints. Mais c'est une escroquerie intellectuelle, cette affaire. C'est évident. Et quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai vu qu'il y avait un échelonnage monétaire, des étalons monétaires, qui permettaient tout simplement d'éviter à passer tout un mois à compter des coris. Vous imaginez, vous voulez acheter une maison, on vous dit c'est 16 000 coris, je vais passer quoi tout le mois, j'ai rien à faire, j'ai pas d'enfants à m'occuper, j'ai pas de bœufs à m'occuper, je veux compter 16 000 coris. Mais on va où là? Forcément, donc forcément, faciliter les transactions. Bien sûr, il y a une pièce qui vaut pour 10 000. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et tout ça, j'ai trouvé j'en parle dans l'ouvrage. Hein. Donc ces équivalents monétaires. Donc qui fait que ce qui est important pour arriver à comprendre le caractère excessif de cette histoire, c'est tout simplement de regarder un résumé que j'ai amené. On va marquer une petite page de pub avant et on revient tout de suite avec Jean-Philippe Omotonde.